Nous sommes le samedi 3 janvier 2026. L'histoire, telle que nous la connaissions en Amérique latine, vient de basculer en quelques heures. Ce matin, le monde s'est réveillé avec des images que beaucoup pensaient impossibles, voire impensables. Des navires de l'US Navy positionnés au large de la Guerra, des avions de chasse traversant le ciel de Caracas, et cette annonce, glaciale, venue de Washington. Nicolás Maduro Moros, l'homme qui a dirigé le Venezuela d'une main de fer pendant plus d'une décennie, a été capturé, exfiltré et est actuellement en route vers le territoire américain. Mais ce qui retient l'attention des juristes et des analystes ce matin, ce n'est pas seulement l'opération militaire, c'est l'acte d'accusation massif, scellé et dévoilé aujourd'hui même par le département de la justice des États-Unis. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de ce dossier tentaculaire. Nous allons décortiquer l'acte d'accusation du 3 janvier 2026, comprendre pourquoi Nicolás Maduro est techniquement considéré par la justice américaine non pas comme un président, mais comme le chef d'un cartel de drogue, et revenir sur l'histoire sombre et complexe du cartel de Los Sols, le cartel des soleils. Comment un chauffeur de bus devenu président a-t-il fini par être accusé de vouloir inonder les États-Unis de cocaïne comme une arme de guerre? Installez-vous, on analyse tout. Pour comprendre le séisme juridique d'aujourd'hui, il faut remonter le temps. Ce n'est pas la première fois que Washington s'attaque à Maduro. En réalité, le piège s'est refermé lentement, sur près de 6 ans. Tout commence véritablement le 26 mars 2020. À l'époque, le monde était anisé par le début de la pandémie de Covid-19, mais au département de la justice à Washington, le procureur général William Barr lâche une bombe médiatique. Il annonce l'inculpation formelle de Nicolás Maduro pour narcoterrorisme. C'était historique. C'était la première fois qu'un chef d'État en exercice était inculpé par les États-Unis depuis le général Manuel Noriega au Panama en 1989. Une prime de 15 millions de dollars est alors mise sur sa tête. Mais aujourd'hui, en ce 3 janvier 2026, la procureure générale Pamela Bondi est allée beaucoup plus loin. L'acte d'accusation dévoilé ce matin ne se contente plus de parler de conspiration. Il décrit une structure criminelle mature, opérationnelle, qui a fusionné avec l'État vénézuélien lui-même. Le cœur de l'accusation repose sur une entité au nom presque poétique, mais à la réalité brutale. Le cartel de Los Sols. Le cartel des soleils. Si vous ne connaissez pas ce nom, il est crucial de le comprendre. Contrairement aux cartels mexicains comme Sinaloa ou le CJNG, le cartel des soleils n'est pas une mafia extérieure qui combat l'État. Non, le cartel des soleils, c'est l'État. Le nom vient des insignes en forme de soleil que les généraux vénézuéliens portent sur leurs épaulettes. Plus vous avez de soleil, plus vous êtes gradé, et selon le FBI et la DEA, plus vous avez accès aux routes de la cocaïne. L'accusation d'aujourd'hui détaille comment, depuis la mort d'Hugo Chavez, et même avant, une partie du haut commandement militaire a transformé le Venezuela en un immense hub logistique pour la drogue. L'acte d'accusation de ce matin, 3 janvier 2026, est accablant. Il allègue que Nicolás Maduro n'était pas simplement au courant de ce trafic, mais qu'il en était le dirigeant ultime, l'arbitre final. Selon les documents du tribunal du district sud de New York, SDNY, Maduro aurait utilisé sa position présidentielle pour négocier des envois de plusieurs tonnes de cocaïne produites par les FARC, les Forces armées révolutionnaires de Colombie. C'est là que le terme « narcoterrorisme » prend tout son sens. La justice américaine n'accuse pas seulement Maduro de vouloir s'enrichir. Elle l'accuse d'avoir délibérément utilisé la cocaïne comme une arme géopolitique. L'objectif, cité textuellement dans les rapports précédents et réaffirmé aujourd'hui, était d'inonder les États-Unis de cocaïne pour déstabiliser la société américaine, pour empoisonner la jeunesse du pays rival, tout en finançant une insurrection armée en Colombie. C'est une guerre asymétrique où la poudre blanche remplace la poudre à canon. Le dossier mentionne des chiffres vertigineux. On parle de convois aériens partant de bases militaires vénézuéliennes, notamment de l'État d'Apure, à la frontière colombienne, chargés de centaines de kilos de drogue, volant vers l'Amérique centrale, souvent le Honduras ou le Guatemala, avant de remonter vers le Mexique et les États-Unis. On parle de sous-marins artisanaux, de navires de pêche, tous protégés par la marine vénézuélienne. Ce qui change aujourd'hui, avec cette nouvelle inculpation de 2026, c'est l'implication directe de l'entourage familial. Cilia Flor, l'épouse de Maduro, souvent appelée la première combattante, est également citée dans les documents pour son rôle présumé dans le blanchiment de ses capitaux via des réseaux complexes passant par la Turquie, la Russie et les Émirats arabes unis. Ces connexions, longtemps considérées comme des théories du complot par certains, sont aujourd'hui étalées noir sur blanc dans les documents de la Cour fédérale, appuyés par des témoignages de transfuges, d'anciens généraux vénézuéliens qui ont fui le pays ces 2 dernières années pour collaborer avec la DEA en échange d'une réduction de peine. C'est souvent comme ça que les cartels tombent, par la trahison de l'intérieur.
La question de l'argent est centrale dans ce dossier. Où sont passés les milliards? Le Venezuela possède les plus grandes réserves de pétrole au monde, et pourtant sa population vit dans la misère. L'acte d'accusation de ce 3 janvier 2026 trace la route de l'argent sale. Il ne restait pas au Venezuela. Il était lessivé dans l'immobilier de luxe à Miami, ironiquement, dans des banques panaméennes et dans des actifs cryptographiques. Le département du Trésor a, simultanément à l'arrestation, gelé des centaines de nouveaux comptes liés à des prête-noms du régime. On réalise que le cartel des soleils n'était pas seulement une affaire de drogue, c'était une immense machine à aspirer la richesse nationale pour la privatiser au profit d'une élite militaire. Mais revenons à l'arrestation elle-même. Pourquoi maintenant? Pourquoi le 3 janvier 2026? Il semble que la pression géopolitique était devenue insoutenable. Depuis sa réélection contestée, le régime s'était isolé. Les sanctions économiques avaient asséché les rentes pétrolières, forçant le régime, selon les analystes du Pentagone, à s'appuyer presque exclusivement sur l'or illégal et le trafic de stupéfiants pour payer la loyauté des militaires. Le cartel des soleils n'était plus une activité secondaire, c'était devenu le poumon économique du régime. L'administration américaine, sous une direction renouvelée et agressive, a décidé de passer à l'action cinétique. L'opération décrite par les sources militaires ce matin ressemble à un scénario de film, mais elle s'appuie sur des années de renseignements humains et électroniques. Des agents infiltrés au sein même du palais de Miraflores auraient fourni la localisation exacte du président au moment de l'assaut. Il est important de noter la réaction internationale. Si Washington célèbre une victoire contre l'impunité, Moscou et Pékin dénoncent déjà un coup d'État, une agression impérialiste et une violation flagrante de la souveraineté nationale. Pour Vladimir Poutine, l'arrestation d'un chef d'État en exercice par une puissance étrangère crée un précédent dangereux. Mais pour les procureurs de New York, la souveraineté ne protège pas le crime organisé. Leur argument est simple. À partir du moment où vous transformez l'appareil d'État en une entreprise criminelle transnationale, vous perdez votre immunité diplomatique de facto. C'est la doctrine qui est appliquée aujourd'hui. L'acte d'accusation mentionne également les liens troublants entre le Venezuela de Maduro et d'autres groupes considérés comme terroristes. On parle du Hezbollah, qui aurait utilisé le Venezuela comme base arrière en Amérique latine pour le blanchiment d'argent et la logistique. Il envoie un message terrifiant à d'autres dirigeants dans le monde qui pourraient être tentés d'utiliser leur souveraineté comme bouclier pour des activités illicites. Personne n'est intouchable, pas même un président, pas même dans son propre palais. En conclusion, ce 3 janvier 2026 restera comme une date charnière. La fin de l'ère Maduro ne signifie pas la fin du trafic de cocaïne. La demande mondiale est toujours là, et d'autres prendront la place. Mais elle marque la fin de l'impunité institutionnalisée au plus haut niveau de l'État vénézuélien. L'homme qui voulait être le nouveau Simon Bolivar restera dans l'histoire, selon la justice américaine, comme le Pablo Escobar de la politique moderne. Nous suivrons de très près les premières audiences dans les jours à venir, car les révélations que Maduro pourrait faire pour tenter de sauver sa peau pourraient éclabousser bien d'autres personnalités, en Amérique latine et au-delà. Restez connectés, l'histoire est en marche. Maintenant, que va-t-il se passer? Nicolás Maduro va être présenté devant un juge fédéral à New York. Les images de lui, menotté, entrant dans le tribunal, feront le tour du monde et resteront gravées dans les livres d'histoire. Il plaidera non coupable, c'est une certitude. Sa défense sera politique. Il dira qu'il est le président légitime, victime d'un enlèvement politique par l'ennemi américain. Mais les preuves accumulées, écoutes téléphoniques, livres de comptes saisis lors de raids précédents, témoignages de ses anciens bras droits comme Clive Alcala ou Hugo Carvajal, seront difficiles à réfuter. Le procès promet d'être le procès du siècle, pour l'Amérique latine, surpassant même celui d'El Chapo. Car ici, on ne juge pas un bandit caché dans les montagnes, on juge un système, un gouvernement entier. Il faut aussi penser au peuple vénézuélien. Ce 3 janvier 2026 marque-t-il la fin de leur calvaire ou le début d'une guerre civile? Avec la tête du serpent coupée, que va faire le corps? Le reste de l'armée, ces généraux aux épaulettes chargés de soleil et de secrets, vont-ils se rendre? Vont-ils négocier leur amnistie? Ou vont-ils se battre pour protéger leur territoire et leurs routes de trafic? Le vide de pouvoir à Caracas est vertigineux. L'opposition, fracturée et épuisée par des années de lutte, doit maintenant se reconstruire en urgence pour proposer une transition. Mais la peur est que le cartel, sans son chef politique, ne se fracture en une multitude de petits fiefs criminels violents, plongeant le pays dans le chaos à la mexicaine. Ce qui est certain, c'est que la définition même de la guerre contre la drogue vient de changer. Jusqu'à présent, on arrêtait des trafiquants. Aujourd'hui, on a arrêté un État.
L'accusation de ce matin prouve que la frontière entre politique et crime organisé est devenue, dans certaines régions du monde, totalement inexistante. Le cas Maduro servira de jurisprudence.